Bonjour, bienvenue pour ce premier multiplex Océan Sea Live avec là on est 6, voilà, c'est le premier multiplex avec autant de personnes et on a vraiment beaucoup de chance de faire cette magnifique rencontre entre des artistes et des scientifiques pour parler d'un magnifique élément qui est l'eau. Voilà, et on en parle énormément à travers ce podcast. Et là, ça va nous donner vraiment une occasion fantastique de pouvoir découvrir les scientifiques avec une sensibilité artistique et puis les artistes avec une observation rigoureuse, comme aiment le faire les scientifiques. Voilà, après cette courte introduction, donc je voudrais vous rappeler que Océan Sea Live est une chaîne YouTube de naturefilm.com, le site pour lequel je travaille. Et si vous vous abonnez à cette chaîne Océan Sea Live, ça permet de valoriser cette chaîne et donc de soutenir un peu ce genre de programme qui est assez unique puisque vous ne trouvez pas aujourd'hui à la télévision ce genre de programme où artistes et scientifiques se parlent comme à l'époque des Lumières où la connaissance était multiple. Voilà. Alors aussi une dernière chose, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur la vidéo et à partager autour de vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'élément eau et d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire sous l'aspect écologique ou géopolitique. L'eau est un être sensible et elle est très mystérieuse. Voilà, et c'est ce genre de programme permet de la cerner ou en tout cas d'en savoir un tout petit peu plus. Et Dieu sait qu'on est beaucoup à en savoir par rapport à notre lien, par rapport à elle. Voilà. Alors maintenant que j'ai bien parlé, je vais présenter nos invités et ils sont nombreux, comme je vous l'ai déjà dit. Alors et puis chacun a vraiment, de par sa compétence, a vraiment une place particulière dans les gens qui s'intéressent à l'eau. Alors on va commencer par Monsieur Jacques Collin. Bonjour Jacques. Bonjour Rodolphe, tout va bien. Tu vas bien. Alors, je vais présenter Jacques donc Jacques est un auteur conférencier et il a écrit un dernier livre qui porte un titre ô combien illustrant l'élément eau puisque c'est l'au-delà de l'eau. Voilà, donc dans la version on verra apparaître la jaquette du livre. Alors nous avons un autre invité qui s'intitule c'est l'émotion qui s'appelle Laurent Costa. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Laurent Costa qui est artiste photographe de cristaux. Et vous pouvez retrouver tout son travail sur son site internet waterphoto.eu. Voilà. J'ai bien dit, Laurent? C'est bon? Laurent est très concentré. Ouais. Donc, on va maintenant aller du côté de Strasbourg, où il fait très froid généralement. Et nous allons accueillir donc Marc-Henri. Bonjour Marc. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Heureux d'être dans ce podcast. Marc-Henri qui n'est pas du tout un habitué de Océan Sea Live. Donc je vais vous le représenter puisqu'il est chimiste à l'université de Strasbourg. Tu peux même remarquer Marc que je suis quand même obligé de lire mes notes pour être sûr de dire le... Et puis je vais faire la promotion tout simplement de sa chaîne YouTube parce que notre ami scientifique commence à devenir un vidéaste. D'ailleurs, dans ce soir ou demain, il va nous mettre une vidéo vraiment très savante. Et donc sa chaîne YouTube, si vous voulez rejoindre Marc-Henri à travers ses vidéos, qui sont très intéressantes, c'est youtube.com/Marc-Henri13. Voilà, Marc-Henri tout attaché 13, mais tous ces renseignements sont inscrits en bas de la vidéo dans les descriptions. Nous continuons dans les présentations et nous arrivons à Dominique Kubler. Bonjour Dominique. Bonjour, salut Rodolphe, bonjour à tous.
Alors, Dominique Kubler a un profil très particulier puisque c'est un photographe d'ondines et de gnomes. Alors oui, ce sont un peuple invisible, mais un peu comme nos chers amis scientifiques qui nous parlent des molécules qui sont aussi invisibles, eh bien lui, il nous parle aussi de choses invisibles. Voilà, donc c'est à prendre tout autant au sérieux. Et il a écrit un livre, il a écrit et mis dans son livre 5 années de photographie. Le livre s'intitule La magie du ruisseau. Voilà, et nous allons terminer cette longue présentation, mais parce qu'on a beaucoup d'invités très intéressants. C'est monsieur Yann Oliveau. Bonjour Yann. Bonsoir à tous. Yann Oliveau, auteur, conférencier, qui est évidemment connu pour avoir écrit La nature de l'eau, qui est considéré un peu comme le dictionnaire de l'eau. Voilà. Donc on est très 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 heureux d'être avec vous et puis aussi de vous faire partager au public, à vous qui nous regardez, cet échange sur un sujet, voilà, très très particulier qui est la mémoire de l'eau. Alors, et c'est donc le thème aujourd'hui de l'émission, qui est à travers les cristaux d'eau, est-ce que c'est une preuve valable pour montrer que l'eau a une mémoire? Alors là, c'est une grande question puisque l'eau et sa mémoire. Alors, on va commencer déjà à s'intéresser. Est-ce que l'eau a une mémoire? Alors, je vais commencer tout simplement par monsieur le scientifique chimiste à l'Université de Strasbourg. Marc, qu'est-ce que les scientifiques disent par rapport à l'eau? Et puis, finalement, de quelle eau on parle quand on dit que l'eau a une mémoire? On parle d'une eau qui, a priori, est une eau liquide, et là, c'est très difficile pour la science. La majorité des scientifiques refusent ce concept. Donc, en fait, tout dépend du cadre dans lequel on se place. Et l'eau peut effectivement avoir une mémoire liquide dynamique, mais pour ça, il faut aller à la physique quantique. Si on en reste à un cadre classique ou même quantique corpusculaire, l'eau ne peut pas avoir de mémoire. Donc là, après, tout dépend du niveau auquel on se place. Jacques, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Ce que je répondrais, c'est que dans cette histoire de mémoire de l'eau, je dirais que tout le monde a raison, quelque part. Tout dépend sur quel point on se place. Sur le plan scientifique, il est évident qu'il est extrêmement difficile de démontrer la mémoire de l'eau, parce que cette eau ne fonctionne pas dans la simple réalité physique telle que l'on la conçoit. C'est ça qu'il faut comprendre déjà dès le départ. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la réalité? Alors là, on rentre effectivement dans des dimensions quantiques, comme on dit, et les discussions que j'ai pu avoir avec tous ces gens qui s'occupent de la physique quantique disent effectivement que quelque part, la matière n'est que on connaît la matière que par son information. Alors vous voyez où on en est. Donc c'est quelque chose de très évanescent, de très impalpable quelque part, dans une autre réalité. Et là, effectivement, il doit se situer, bien sûr, des paramètres qui échappent complètement actuellement à la vérification expérimentale classique. Mais malgré tout, je puis vous dire une chose, c'est que nous trouvons, par des expériences qui ne sont pas expliquées, que cette mémoire fonctionne. Yann, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit pour le moment? Oui, alors moi je dirais que concernant cette thématique, ce qui va revenir le plus fréquemment médiatiquement, c'est Emoto, ce qui m'irrite beaucoup, c'est l'usurpation de titres en ce moment que je... Ouais, alors, excuse-moi Yann, permets-moi, avant qu'on parle des motos, moi ce que je voudrais, non mais rester sur ce point-là, qu'est-ce que les scientifiques nous disent de la mémoire de l'eau? On va rester pour le moment à ça, puisqu'au cours de l'émission, on va parler évidemment de Masaru Emoto. Eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec Jacques Benveniste, plus précisément avec une de ses collaboratrices, Yolande Topin.
Alors, je vais t'interrompre encore une fois, excuse-moi, mais parce qu'on a Jean-Yves Gaucher qui vient Oui, d'apparaître. oui, je suis désolé, j'ai bon un incident. Non, non, alors attendez, excusez, c'est les aléas du direct. Jean-Yves, en fait, on a coupé, je t'ai Oui, coupé parce j'ai que vu, on je suis écoute, repassé. on entendait trop dans ton cabinet. Ah, Alors, je vais ok, faire une d'accord. courte présentation, puis après, on va revenir à Yann Oui, Olivo. oui, Bon, dans la foulée, on a Laurent. perdu Laurent. Bon, j'espère qu'il va nous revenir. Donc, pour nos amis, Jean-Yves Gaucher, hein, vétérinaire. Voilà, c'est pour ça que oui, oui, j'ai je eu l'ai exclu. deux chats à la suite, voilà. Bon, Voilà, donc, et ça va peut-être arriver encore à nouveau, puisque Jean-Yves, à là, pendant ce temps-là, 7h05, c'est sûr, oui. ouais, donc Jean-Yves Gaucher est vétérinaire et il est connu dans le monde de l'eau parce que, alors, en plus de son journal Effervescience, il organise tout simplement tous les ans depuis maintenant presque, allez, bientôt 10 ans, en 2013, il organise ce qu'on appelle les Journées toulousaines de l'eau. Voilà, donc bonjour à toi Jean-Yves. Salut. Voilà, Et surtout, bonjour à tous, et je le reprends, que surtout Yann reprenne la parole là maintenant. merci, merci Jean-Yves. Alors Merci, vas-y Jean-Yves. Yann, excuse-moi. Alors, j'en étais donc aux travaux de Benveniste. Donc, j'ai pu aller manipuler une fois ou deux à l'ex-unité de sang, notamment avec Yolène Thomas. Et puis, j'ai pu aussi, sans le faire connaître, faire mes propres travaux, mais durant quelques mois seulement, ici sur Rennes. Donc pour moi, il est évident que l'eau est moi je l'appelle un super caméléon par rapport à son environnement, qu'elle est sensible à de très nombreuses influences, mais ce qui pose débat, ce sont les méthodes employées pour rendre compte de cette mémoire de l'eau, et j'en reste au fait que ce sont les tests biologiques qui permettent indirectement de mettre cette mémoire en évidence. Voilà, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, Bien sûr. Alors quand même pour information, parce que là tu viens de donner plusieurs noms, donc rappelez quand même aux gens qui nous écoutent Jacques Benveniste, mais à la limite je laisserai bien soit Jacques, soit Marc de nous rappeler qui est Jacques Benveniste. Qui a été connu en 1988 pour avoir publié des travaux et qui ont révolutionné à ce moment-là la science. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jacques Benveniste? Une courte présentation et, Jacques Benveniste était chercheur à l'INSERM, donc un très grand scientifique. l'INSERM, c'est quoi? L'INSERM, c'est l'Institut national de la recherche en médecine. De la santé et de la recherche médicale. Ouais. Voilà, recherche médicale. Donc il avait gravi tous les échelons, tous les diplômes qu'il fallait pour obtenir une très haute position en recherche. Et donc il a publié en 88 un article où il s'est intéressé à cette mémoire de l'eau, donc où il montrait que par des dilutions, on pouvait effectivement retrouver des comportements, c'était sur des dégranulations, des problèmes de système immunitaire. Il a mis des années à publier, mais il a réussi à publier, et suite à l'apparition de cet article, ça a été une levée de bouclier dans la communauté scientifique. Très grand débat qui s'en est suivi, et le travail a finalement été dévalorisé par la communauté. Et qu'est-ce qui a été publié? C'est quoi? C'est la découverte qui a été publiée? La découverte qui a été publiée, c'est que les hautes dilutions pouvaient avoir un effet sur une matière biologique aussi bien que les produits non dilués. Et donc c'est ça qui n'a pas été accepté à l'époque. Jacques, tu as connu toi Jacques Benveniste? Qu'est-ce que tu peux dire de cette époque, de cette découverte et de ce moment-là? Je l'ai connu à l'époque, oui, effectivement, c'était dans les débuts des années 90. Et je crois que effectivement les expériences qu'il a pu faire, j'ai pu assister à ces expériences-là justement, notamment à l'hôpital Cochin, où il a transmis dans un laboratoire à Chicago une signalisation moléculaire qui était une molécule qui s'appelait l'obaldumine, donc qui avait été réceptionnée là-bas dans un système d'amplificateur avec une ampoule d'eau vierge,
et en inoculant bien sûr cette eau, un cœur de cobaye. Et ce cœur de cobaye avait exactement les mêmes, je dirais, oscillations au niveau cardiaque que celui à Paris qui avait reçu l'injection matérielle. Donc ceci a été tout de même extraordinaire, savoir qu'il avait pu numériser en quelque sorte ce signal moléculaire et qu'il l'avait retransmis à travers une ligne téléphonique et que ça avait été récupéré à l'autre côté. Donc ceci, il l'a fait, mais je tiens à dire une chose tout de même, que toutes ces opérations sont extrêmement délicates et soumises à des aléas. Et lui-même me disait une chose, parfois que c'est là où on va rentrer dans peut-être le vif du sujet, qu'il suffisait parfois d'une dynamique mentale négative d'un laborantin pour que l'expérience échoue. Vous voyez, ça pose là une interrogation énorme, et là, comme je dis, on saute de paradigme et d'une autre réalité. Donc ça, c'est la grande interrogation. Jean-Yves, ouais. Oui, pour revenir sur effectivement la polémique qui a suivi immédiatement la parution là des travaux de benveniste, il y avait deux choses qui passaient pas. Tant qu'il y avait ne serait-ce qu'un millionième de mole de la molécule en question, les scientifiques ils disaient bon, on ne comprend pas, mais au moins il y a quelque chose, au moins il y a une molécule. Ils se raccrochaient à l'existence de la molécule. Par contre, passer le nombre d'Avogadro, le fameux nombre d'Avogadro, donc si je me souviens bien, c'est moins 23. moins 12, hein, quelque chose comme ça. 10 puissance 23. 10 puissance 23. 23. C'est-à-dire en dilution. CH. Oui, voilà. Et puis alors là déjà ils comprenaient plus. Et puis alors quand en plus ça se passait par téléphone de l'Atlantique, là c'était trop pour. C'est là qu'ils ont tout cassé et ils ont cassé benveniste au passage. Alors on va revenir sur la mémoire de l'eau par rapport à. Oh là. D'où l'importance d'avoir un casque micro, parce que on prend tous les bruits parasites au passage. Alors, Dominique, justement, oui. C'était à toi que je voulais poser la question. Qu'est-ce que toi, de par ton travail d'observation, en quoi tu pourrais nous dire que l'eau a une mémoire? Quelques clichés, j'en ai un pour dans ce qui concerne la mémoire des chiffres. L'eau aurait visiblement la mémoire des chiffres. Alors on est évidemment au conditionnel. Hein. Oui, c'est-à-dire aurait, disons, c'est un petit peu une vue de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que voici le flash au-dessus de l'eau qui se met à agencer des points de 1 jusqu'à 4, et dans une logique de gauche à droite. Et le 3, un son particulier, voilà, donc l'eau visiblement compte, et l'instant suivant, le 5. Alors aussi, c'est le flash qui va dans une harmonie spéciale, comme ça, dessiner des chiffres. Marc-Henri, est-ce que les scientifiques prendraient ça comme une preuve que l'eau c'est compté? Alors, non, c'est pas vraiment une preuve. Par contre, bon, c'est intéressant parce qu'il y a un jeu de la lumière et de l'eau. Voilà. Et quand on sait que la lumière est électromagnétique et que l'eau stocke justement l'information, si elle la stocke de façon électromagnétique, un scientifique ne pourrait pas calculer les images qu'a montré Dominique. On ne peut que les voir. Et là, effectivement, c'est extrêmement étrange de voir ces chiffres apparaître. Mais d'ailleurs, Marc, tu me refais penser que tu as participé à une publication où tu parles justement du stockage d'informations. Oui, on montre avec la physique quantique des champs comment on peut effectivement écrire une information où elle est écrite au niveau de l'eau liquide. Pourquoi il faut de l'eau liquide? On ne peut pas l'écrire, par exemple, sur de l'eau gazeuse ou même sur de la glace, c'est très difficile. Donc là, il y a tout un domaine d'intéressant. Les photos ont cet avantage, c'est que elles révèlent une globalité d'interaction entre l'eau, la lumière et évidemment la matière. Excuse-moi Marc, excuse-moi, oui. Il y a quelqu'un il faut vraiment pas de fond sonore. Est-ce que c'est chez toi, Jean-Yves? Non, pas du tout. On entend un fond sonore là.
Je sais pas, mal. Et là, on s'est... Ouais. Ah voilà, c'est mieux là. C'est mieux là. Excuse-moi Marc, vas-y, tu peux recommencer s'il te plaît? Oui, donc je disais que les images qu'a montré Dominique sont vraiment intéressantes parce que on connaît la physique qui permet d'obtenir ça, c'est la réfraction de la lumière dans l'eau, mais on ne sait pas les calculer. On ne pourrait pas. Il y a quelque chose de plus. Ils sont plusieurs à parler. Donc comme il y a quelque chose de plus, la question est Mais ouverte. ils te voient là normalement parce que t'es là. Qui c'est qui parle là? Non, Non, mais... si t'es là, c'est qu'ils te voient. Hein. Là j'ai deux voix en même temps, c'est un peu perturbant. c'est perturbant parce qu'en fait, Laurent n'est pas sur son ordinateur et il est avec un ami et voilà, il travaille, il essaye de faire l'interview. Donc, excuse-nous, on va recommencer. Laurent, est-ce que t'es bon pour toi là? J'ai deux voix, je peux pas. Je peux pas. Ça se fait que t'as deux voix. Je sais pas. Génial. Et puis moi, je peux pas couper le son, ou je vais essayer de couper le son. Ah, c'est apparu là. Mais ça marche pas. Il y a une fonction, mais ça marche pas. Alors, désolé pour ceux qui nous regardent, hein, et pour les intervenants. Marc, s'il te plaît, est-ce que tu Oui. peux revenir sur ce que tu disais? Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Ouais. Bon. Tu peux peut-être lui dire que c'est bon maintenant. C'est très très perturbant. Donc, ce qui est intéressant dans les images qu'a montré Dominique, c'est indépendamment du qu'on a les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, c'est aussi qu'ils se suivent dans un ordre bien particulier. Et là, bon, ben, on ne peut que constater, et ça prouve, comme je disais, qu'il y a quelque chose dans l'eau qui est un peu plus que simplement de la lumière, et il y a de l'information, et que cette information peut être révélée par des photos telles que les prend Dominique. Mais d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait un calcul là avec on va pas faire de la pub, mais avec une certaine ampoule, et tu avais calculé combien d'informations ça pouvait contenir dans une ampoule au dernier journée Toulousaine de l'eau justement. Oui, c'était énorme. C'était, si mes souvenirs sont bons, 10 puissance 16 octets. Pour une ampoule qui avait une contenance d'une dizaine de millilitres, si mes souvenirs sont bons. Alors, moi, je voudrais rebondir parce que quand j'entends que l'eau aurait-elle une mémoire et que les gens en sont dubitatifs, donc je vais faire mon Rodolphe Forger comme j'aime bien le faire. Et vu que l'être humain, c'est de l'eau et de l'information, de quelle eau on parle finalement? Est-ce qu'on parle de l'eau liquide? Alors, évidemment, on va parler de l'eau liquide puisque quand on pense à l'eau, tout de suite, c'est l'eau liquide qui vient. Mais finalement, l'être humain n'est-il pas de l'eau avec de la mémoire? Monsieur Jacques Collin. Ben là, évidemment, on tombe dans cette grande polémique, je dirais. C'est qu'il faut passer du concept purement matérialiste de la science à un concept presque, je dirais presque, métaphysique, dans un sens très large. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'eau est à la frontière entre ce monde à la fois physique et métaphysique. Alors comment se dépatouiller de tout ça, puisqu'il y a des interconnexions, des influences, et il faut bien le dire une chose, c'est que ce monde métaphysique est, disons, le monde quantique, on pourrait dire ça autrement, mais bien qu'il est maintenant de moins en moins approprié, eh bien on y fait entrer là-dedans, bien sûr, une espèce d'énergie qui est appelée la pensée. Alors évidemment, la pensée, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait au niveau scientifique, on ne peut pas la définir. Mais on sait de plus en plus qu'elle a une influence. Et cette influence, bien sûr, intervient au niveau, je dirais, de l'eau. Bon, moi, j'ai fait des expériences qui prouvent que sur ce plan-là, la pensée a une influence. Il n'est pas étonnant que même un scientifique, enfin tout du moins une personne comme Masuro Emoto, ait pu imprimer quelque chose bien qu'il n'ait pas suivi un protocole rigoureux. Mais il y a une tendance, voilà ce que je veux dire, il y a une tendance. Et comme le disait Benveniste,
je compris maintenant que la subtilité de l'eau est telle que la dynamique mentale d'un laborantin peut faire échouer une expérience sur la mémoire de l'eau. Donc déjà, ça, vous voyez, c'est quelque chose à laquelle la science actuelle, dans ses concepts expérimentaux, n'a pas encore la maîtrise de ça. Mais il va falloir bientôt l'intégrer. Comment? Ça, c'est une autre histoire. Yann Olivo? Oui, alors moi je dirais que si cet effet caméléon, là, cet effet mémoire, il semble indubitable, la glace n'est certainement pas le moyen de pouvoir le montrer. Pour une raison, pour deux ou trois raisons assez simples pour moi à faire comprendre. Un, c'est voir l'eau de manière statique. Or l'eau, elle est dynamique et un vidéaste comme Rodolphe le sait pertinemment. Dès que l'on fige les choses, dès qu'on est dans le cerveau gauche, comme dirait Marc, ça apporte de l'information, mais ça ne rend pas compte de la réalité lorsqu'on fait un arrêt sur image et qu'on ne regarde pas le film. J'avais écrit sur Emoto dans le journal de Jean-Yves Gauchet, excellent journal, Effervescience, en janvier-février 2007, et j'avais été le seul à ma connaissance à écrire cet article. Les cristaux d'Emoto sont-ils solubles dans la science? Et donc inviter les gens à au moins se procurer ce numéro auprès de Jean-Yves, parce qu'il y a eu une expérience qui sera un peu longue à décrire entre Tokyo et la Californie pour tenter de refaire cette manip entre un institut de recherche privé aux États-Unis, là, à Pasadena, l'Institut de Noétique, et Emoto avec 2000 personnes qui, pendant une demi-heure, ont tenté d'influencer positivement l'eau. Voilà. Donc ce sera un peu long à développer, mais c'est quand même un article intéressant à lire, quoi. Oui, mais alors, en vous suivant par rapport à... Bon, bah non, donc là, Jacques nous a tendu une perche fantastique en nous parlant, en nous reparlant à nouveau de Masaru Emoto. Donc, rappelez que Masaru Emoto n'est quand même pas un scientifique, c'est quand même très important. Voilà, pas du tout, Marc-Henri me place ça. Mais il y a un truc, moi, que je suis toujours un peu effaré, et je donnerai la parole à celui qu'on n'a pas encore entendu, quand même, hein, qui est notre... Non, je le dis pas. Notre artiste français des cristaux de glace, Laurent. Laurent, tu nous entends? Ouais. Très bien, oui. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise d'ailleurs le travail de Laurent, qui pourrait s'apparenter au travail de Masaru Emoto, qui est que Laurent, il va nous l'expliquer encore un peu mieux, c'est-à-dire que lui, il a fait complètement le sens inverse. Je dirais de ce que je connais du travail de Masaru Emoto, qui est de surtout pas d'influence. Je ne veux surtout pas mettre d'influence sur l'eau, et généralement, selon ce que dit Laurent par rapport à son travail, c'est que plus il est calme, mieux il fait son travail est plus correct. Alors moi, il y a toujours un truc qui me perturbe avec le travail de Masaru Emoto, c'est que il y a toute ce mode opératoire où il y a une influence, l'eau qui est utilisée est importante, etc. Et puis, il est jamais relevé, si vraiment, comme tu le dis, Jacques, et moi je suis prêt à le croire d'ailleurs, hein, que la pensée a une action sur l'eau, comment se fait-il qu'on ne parle jamais, effectivement, du laborantin qui fait l'expérience sur l'eau en question et qui a forcément lui aussi une influence. Alors, on va donner la parole à Laurent, parce qu'il n'a pas encore parlé, et puis j'en profite, hein, parce que c'est la première fois qu'on le fait. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à me montrer du doigt que vous voulez parler, d'accord? Laurent, s'il te plaît. Oui, donc je vous ai perdu à l'écran, je vous entends très bien maintenant. Bah, c'est super. Qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça, puisqu'on rappelle que tu fais des cristaux de glace, et que toi, tu cherches justement à ne pas influencer. À la base, c'est simplement faire des photos pour m'amuser, donc je ne travaille pas l'eau du tout. Je dirais même que je travaille en aveugle, je ne sais même pas l'eau que je suis en train de photographier. Je note la provenance sur un cahier, sur mes lamelles, il y a juste un numéro. Donc ça peut être de l'eau du robinet, de mer, etc. Et je m'amuse simplement à trouver de belles photos, simplement. Je peux peut-être ponctuer avec ce chat, par exemple. Pardon?
je peux peut-être ponctuer ce que tu dis avec ce chat dans un glaçon, justement. Ben, cette image de chat est arrivée, je sais pas comment, hein. Mais visiblement, il n'y avait pas un chat à la SPA la veille, il n'y avait pas une histoire comme ça? Comment l'expliquer? Parce que je suis allé chercher un chat à la D'accord, SPA d'accord. et une heure après, j'ai fait une photo, la première photo. On peut interpréter, il y en a qui voient un Ouais, chat, ouais. d'autres pas. Ben, Chaque interprète bon. comme il le veut. Si, on voit Et bien un chat, oui. ah ouais. Un chat enroulé. Bon, ouais, Excusez-moi, je voudrais juste Ouais. avant qu'on montre les photos, Dominique, c'est une Oui, bonne idée. pardon. Est-ce que quelqu'un pourrait, alors il y a Jean-Yves qui voulait parler, comment on peut expliquer ou le fait que, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que je trouve ça étonnant que il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment croire, de façon très sincère d'ailleurs, que la pensée a une action sur l'eau et j'ai envie de dire que c'est un peu normal dans la mesure où nous-mêmes nous sommes de l'eau et donc forcément on pense, donc on voit les influences que ça peut avoir, mais que ces mêmes personnes ne sont pas rigoureux jusqu'au bout en relevant, comme on a parlé déjà Jacques, c'est-à-dire l'action et l'influence du laborantin. Donc Jean-Yves, est-ce que tu peux répondre à cette question? Et puis Marc, on passera à Marc aussi pour les expériences du laborantin. Quelle est l'influence de l'observateur sur la chose observée? Non, j'étais pas branché sur exactement ce que tu dis là. Hein, on en reparlera plus tard. D'accord. Marc? Oui. Oui, donc, alors, on a déjà beaucoup de mal à comprendre comment ce qu'on met dans l'eau physiquement peut avoir un effet sur l'eau. Donc, tu comprendras que quand on parle de l'effet de la pensée, c'est encore plus difficile. Ce qui est sûr, c'est que si on se place dans un cadre quantique où l'observateur fait partie du système observé, il y a forcément un lien entre les deux. Donc, forcément, le fait de penser, dans ce cadre-là, doit avoir un effet sur la matière. Mais ça reste encore une hypothèse de travail qui est séduisante. On n'en est pas encore à la démonstration rigoureuse. Et bon, j'ai bien suivi les travaux de Masaru Emoto au départ de sa démarche. Déjà, le procédé qu'il utilise n'est pas de lui. Il vient en fait d'un procédé commercial. C'est M. Lorenzen qui faisait les premières photos de cristaux de glace, qui lui-même s'inspirait d'un autre protocole américain. Donc Masaru Emoto n'a que fait que reprendre quelque chose qui était déjà bien avancé par des prédécesseurs. Et ensuite, ce qu'il a rajouté, c'est qu'au départ, il avait une démarche purement artistique, exactement comme Laurent ou comme Dominique, c'est-à-dire qu'il disait clairement qu'il ne faisait pas de science. Et puis à un moment donné, il a perdu les pédales, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre un titre de docteur, et puis bon, à partir de là, il a commencé à faire une exploitation scientifique de ces images-là. Moi, tant qu'on reste sur un plan artistique, il n'y a aucune raison de critiquer ce qu'il fait. Quand j'ai découvert le travail de Laurent, j'ai été beaucoup plus impressionné que celui des motos. Ah, il y a de l'ambiance. Oui, excusez-moi. Je veux dire, le travail que montre Laurent est beaucoup plus impressionnant, parce que justement, il n'y a pas toute cette démarche de vouloir démontrer que la pensée a un effet. Si on veut démontrer ça, ce sera, je pense pas, dans un cadre scientifique. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter dans un cadre artistique, ça me va très bien. Mais essayer de comprendre la pensée dans un cadre scientifique, à mon avis, est une entreprise qui est vouée à l'échec. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Yann? Oui, je voulais ajouter pour compléter et rejoindre tout à fait Marc, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît aussi bien les cristaux que Masaru Emoto, qui est un scientifique qui en fait depuis 30 ans en laboratoire, qui s'appelle Ken Librecht, américain, qui a un magnifique site qui s'appelle snowcrystals.com et qui dit Masaru Emoto est un usurpateur parce que quand j'influence une eau et que j'obtiens X cristaux, j'ai la même proportion de cristaux structurés ou de cristaux qui ne le sont pas. Donc Masaru Emoto choisit en fonction de ce qu'il veut démontrer le
le cristal pour faire sa démonstration. Forcément, dans les photos, les nombreuses, avec la dizaine de bouquins qu'il a publiés, quand c'est Hitler, c'est forcément quelque chose d'amorphe et de absolument pas structuré. Par contre, si c'est Mère Teresa, c'est une véritable bague de fiançailles. Voilà. Donc, j'invite les gens à voir ce site-là, snowcrystals.com, qui devra intéresser Laurent aussi. Je connais bien Kenneth. Voilà. Oui, c'est même un fervent défenseur de cet homme. Ouais. D'accord. Jean-Yves Gaucher. Alors, moi, c'était pour faire une proposition. Je ne sais pas si elle est intelligente, mais voilà, en 2 secondes. Emoto, il prend de l'eau et il envoie des informations qui sont a priori des informations de type pensée. Et il obtient, et il met tout ça à geler, et donc il obtient un certain type de cristaux. Effectivement, on peut penser qu'il les choisit plutôt bien dans le sens de ce qu'il veut démontrer. Bon. Mais on prend une information, on la met dans l'eau, on gèle et on voit ce que ça donne au niveau purement physique, quelle allure à la glace. Et on s'occupe plus de la glace après, sauf si je suis à côté de mes pompes. Mais a priori, on s'arrête à la glace, on va pas plus loin. Moi, j'ai dans l'idée, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Si vous le voyez dans le bon sens, moi je le vois dans le mauvais sens. Non, mais par contre, recule un tout petit peu. Oui, voilà. Ouais, voilà. Moi, je verrais bien une expérience dans laquelle on prend un remède homéopathique. Donc, une information dans de l'eau qui a, avec une certaine... c'est un certain remède. Hein, il a son taux de... son pH, je m'embrouille. C'est un remède bien connu, qui a un effet A, qui est connu. Là-dessus, on le met à geler, on le met à -5. Est-ce qu'on a mesuré les effets d'une substance homéopathique à -5 degrés? Moi, j'ai pas la réponse. Je suis homéopathe du dimanche un peu. Moi, je connais pas. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Attends. Et la suite, c'est ce que n'a pas fait Emoto, si tu veux, c'est à partir du moment où tu as la glace et dont tu as mesuré un effet, il y en a ou il y en a pas, parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il faut que les molécules d'eau vibrent pour pouvoir donner leur information? Et ensuite, si gentiment on dégèle tout ça, est-ce qu'on retrouve notre eau du départ et avec les mêmes effets ou un troisième effet? Voilà. Je sais pas si c'est original, je sais pas si c'est malin. C'est vrai. Est-ce que des gens, savent que ça a été fait ou... Laurent a visiblement quelque chose à dire par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai remarqué en prenant des photos. Ce que vous dites est vrai. Tu peux en dire plus, Laurent? Ce que vous avez expliqué, c'est exactement ça, ouais. Oui, mais moi je parle d'effets cliniques. Je raisonne en effet à pouvoir mesurer des informations sur un organisme vivant et avec des effets cliniques. Alors, par contre, on peut le mesurer autrement, peut-être sous forme de son ou sous forme d'image aussi. Hein, c'est une autre manière. Mais voilà, c'est le va-et-vient qui est peut-être intéressant pour mesurer encore autre chose. Oui. Jacques Collin? Ah non. Ouais. Après, non, mais Jacques, vas-y. Jacques, est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça? Je crois que l'eau, comment dirais-je, est tellement insaisissable que on ne peut que l'étudier d'une façon soit scientifique, comme le fait Marc ou Yann, et je trouve ça remarquable parce que ça rassure, si je peux dire, dans ce monde où l'eau, en fait, garde toujours ses mystères. Mais on ne peut pas, je dirais, exclure la pensée dans sa réaction avec l'eau. J'en ai pour exemple, si vous voulez, que j'ai déjà fait ça dans les années 70, mais bon, c'était en dehors de l'eau. Mais on avait construit un appareil qui a été copié après par la suite, qu'on appelait le Ticoscope. Bon, ça vous dit rien, c'est tout simplement une espèce de cylindre avec un petit moteur, avec 4 roues qui étaient folles,
hein. Et cet appareil, donc, quand on le posait sur une table, il avait un mouvement aléatoire. Bon, et on avait mis un crayon au travers, et sur cette grande table, on avait mis un papier. Donc, on voyait la trace de cet objet aléatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu essayer, comprendre si la pensée avait une influence sur la trajectoire. Bon, bah, on l'a fait, on s'y est mis, ça n'a pas été facile au départ, parce que les pensées étaient très diverses ou contradictoires, mais petit à petit, on s'est aperçu que l'appareil venait vers nous, puisque c'était l'objet de l'expérimentation. Donc, il y a eu une influence. Et tout ça, ça a été répété ensuite après, avec des poussins. Des poussins à qui on avait montré l'appareil. Oui, vous l'avez vu sur Arte, mais ça a été fait à l'origine par des Français. Ça a été recopié par des Allemands et par toutes sortes d'autres gens. Et je puis vous dire que moi, j'ai fait l'expérience à l'époque dans les années 76. Vous voyez, 75 et 76. Et les poussins en question, effectivement, attiraient l'appareil, l'apprenant pour leur mère. Donc, il y a donc une influence. Moi, j'explique dans mon dernier livre que aussi Cliff Baxter a fait des expériences avec les plantes. Il y a aussi ce projet incroyable qui est très peu connu en France, qui s'appelle Consciousness Global Project, par l'université de Princeton, qui ont mis des capteurs un peu partout dans le monde, et lors d'événements mondiaux, tout ça a été relié à un ordinateur central, à un système d'oscillographe, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais effectivement, ces espèces d'émotions au niveau mondial, comme le 11 septembre, comme la mort de Diana, comme un match de football, comme toutes sortes de choses, avaient une influence. Donc, nous avons là quelque chose qui est une matière dont on ne sait que faire au niveau de la science parce qu'elle ne répond pas, je dirais, aux critères du système expérimental et des protocoles. Voilà, c'est ça le problème. Et je le pose, voilà. Yann? Oui, mais... et puis après, Marc, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Jacques. Mais bon, assez d'accord avec ce que vient de dire Jacques. Moi, je reste intimement persuadé, parce qu'il y a trop d'éléments qui nous prouvent que l'eau, encore une fois, est extrêmement sensible. C'est un super caméléon. Mais pour revenir à l'effet mémoire, se souvenir que Jacques Benveniste avait identifié très nettement 4-5 facteurs qui permettaient d'effacer, entre guillemets, la mémoire de cette eau qu'il comparait à une bande magnétique liquide. C'était l'effet de champ magnétique d'une certaine valeur pendant un temps donné, l'effet de la température, dès qu'il chauffait au-delà de 70 degrés après avoir formé une eau, il effaçait, bon lui l'effet mémoire. S'il faisait congeler l'eau, une eau informée, congeler un cycle de congélation, décongélation, ça effaçait tout. Et enfin, on en avait parlé, je me souviens avec Marc, quand l'eau était dégazéifiée. C'est-à-dire qu'une eau sans gaz, ça a été fait en homéopathie dans les années 70 par Boiron, qui montrait que des dilutions qui étaient faites sous atmosphère, d'azote liquide pur, il n'y avait plus que de l'azote et non pas le mélange de l'air, azote et oxygène. Si c'est fait sous atmosphère d'azote pur, ces dilutions, il n'y a plus aucun effet de arnica, je me souviens, c'était la substance homéopathique qui avait été prise en compte. Oui, Marc, oui, et puis après on passera à Dominique. D'accord. Oui, ce que dit Yann est tout à fait vrai. A priori, la congélation efface la mémoire, de même que la température critique de 70 degrés. Bon, aujourd'hui, on peut justifier ça relativement facilement. Ce qui est sûr, c'est que il faut faire attention quand on dit l'eau. En fait, il faut une eau interfaciale. Et c'est ce qui se passe quand on a les bulles de gaz. On a une eau qui n'est pas en fait une eau pure, mais une eau interfaciale. C'est-à-dire que la mémoire de l'eau, si elle existe, est forcément une eau interfaciale. Ça ne peut pas être une eau complètement pure. Donc ça, c'est le point qu'il faut bien comprendre. Et que cette eau interfaciale, en fait, elle est partout où on voit de l'eau, elle est plus ou moins interfaciale. Donc, on a toujours trop tendance à mettre l'eau en oubliant les interfaces avec lesquelles elle est en contact.
Dominique, ton avis aussi sur Masaru Emoto et son travail, et puis on passera aussi à Laurent après pour nous dire qu'est-ce Bon, que vous pensez de ce travail. bah, effectivement, c'est vrai que j'entends souvent la phrase bon, je connais pas grand-chose en mécanique quantique, mais on me dit souvent que que l'objet observé est influencé par son observateur. C'est une des lois apparemment Oui, de la mécanique quantique. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, je suis pas. Ben, on prend l'exemple Laurent. Il pense au chat où il a un contact avec un chat intense, peut-être l'instant d'avant, et ben une drôle de correspondance dans ce cliché tenterait à montrer un écho, un curieux écho finalement de cet événement. Mais toi, tu en as plein d'exemples comme ça, Des toi. échos, oui, oui. Ben, j'en ai Non, un mais très bien. dans ton propre travail. Dans mon propre travail, effectivement. C'est pour ça que je dis que ça rejoint. Quand j'ai vu le chat dans le glaçon et l'intention derrière, ça m'a évoqué tout de suite un parallèle avec certains clichés où il y avait aussi une intention. Alors là, on parle de chat, par exemple. Alors, ben justement, là, il s'agit d'un oiseau. C'est-à-dire, je vais vous montrer une photo De qui? d'oiseau au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que ce cliché est particulier. C'est-à-dire que je l'ai pris au moment où il y a un oiseau qui sifflait dans l'arbre. C'est-à-dire que j'étais au bord de l'eau. Et il y avait un oiseau qui a sifflé au même moment où le flash s'est imbriqué sur l'eau. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une correspondance troublante, comme si l'eau a des oreilles. Alors, bon, cette idée de l'eau qui a des oreilles, elle s'est retrouvée ponctuée par un cliché particulier. Donc c'est le soleil sur l'eau. Le soleil sur l'eau crée cas de dire, des larcènes lumineux. Et là, on a des écritures, on a si et do. Si et do, dont une partie sont aquatiques. Et quand on regarde sur la photo, qu'est-ce qu'on a encore qui est associé au son? Ben, on a le haut-parleur en haut à gauche. Je sais pas si on le voit. Voilà. Vous voyez le haut-parleur sur un cliché, en émoticône, quoi, enfin en symbolisme. On Ouais. a les notes si et do, et on a au milieu le guitariste avec la prise jack. Bon, c'est un, tu vois. Donc elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée, donc c'est un peu pour entendre le son, faut brancher le casque en gros. Mais Dominique, Ouais. Dominique, alors, en nous montrant tout ça, etc., Oui. qu'est-ce que toi tu penses du travail des motos? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, par rapport à ça, c'est-à-dire que Emoto, lui, il a conscientisé, enfin, j'allais dire l'eau, il lui a donné une malléabilité sur l'émotion et sur l'intention, puisque visiblement, en fonction de l'environnement où l'eau est baignée, Ok, ça peut donner envie. ok. Vas-y, excuse-moi. Non, mais en fonction de l'environnement, j'allais dire mental où se trouve l'eau, il peut y avoir, à mon avis, forcément une influence, pourquoi pas un support d'information qui peut rester entre les molécules d'eau. Je sais pas, je suis pas scientifique, mais il y a peut-être Non, mais justement, c'est bien pour ça que tu es présent dans le podcast et que Mm. tu dis par rapport à ton expérience Mais moi, je que pense que les travaux des motos, ouais, je veux dire, elles sont non Ouais. vérifiables. Elles sont vérifiables, oui et non. Euh, j'ai Si vous voulez, moi je suis un peu intrigué parce que j'ai toujours pris les motos au Ouais. sérieux, Ouais. mais j'avais pris un cliché récent de Ouais. deux flocons côte à côte, promenant d'une même chute de neige, et qui avaient vraiment des formes différentes l'une de l'autre. mais Alors, tu les as là, non? oui, je l'ai. Regardez, bon, pour, voilà, Et puis après, on donnera la parole à Laurent et puis Yann voilà, si tu veux réagir. voilà, donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, un glaçon aura, ben, c'est les mêmes flocons de neige qui sont tombés en bord de berge. Il y en a un qui ressemble à un engrenage, à droite, et l'autre à des cristaux, comment dire, un peu comme des sapins, quoi. Bon, alors, est-ce que c'est dû Est-ce au que fait que, c'est vrai, effectivement, aux alentours, il y avait une ancienne entreprise de textile qui est, alors bon, je me suis dit, est-ce que c'est l'industrie qui est symbolisée là-dedans par, en même temps, on a l'impression comment dire, d'une tige pas de courroie, mais tu sais, pour les trains, là, comment on appelle ça? Bref, est-ce une pièce que mécanique. est-ce que un d'entre vous, messieurs, a à dire quelque chose par rapport à ce cliché, par exemple? oui, enfin moi je peux. Bon, ça c'est quelque chose que Ken Librecht a très bien expliqué, hein. C'est que les deux images qu'on voit là veut dire que les cristaux ne sont pas faits à la même température. D'accord. Et donc, c'est normal qu'ils n'aient pas la même forme. Et il y a tout un diagramme qui donne où on voit justement les grandes formes qu'ont les cristaux en fonction des températures à lesquelles ils apparaissent. Ben,
Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vérifier quand on essaie de comparer deux images. Il faudrait qu'elles soient comparées à la même température. D'accord. Et là, effectivement, on pourrait commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une information? Mais si les températures sont différentes, comme ça a l'air d'être le cas ici sur les images qu'on a vues, à ce moment-là, on ne peut pas trop dire. Dans la même chute de neige, c'est-à-dire qu'un flocon côte à côte peut Oui, parce avoir... que quand on a un nuage qui se transforme en neige, il y a un gradient de densité, c'est-à-dire que on a des flocons qui se forment en haut du nuage et d'autres en bas. Et les conditions ne sont pas les mêmes. Et par contre, après, ils vont tous tomber par terre. Donc ça peut être un effet simplement de température. D'accord. Laurent, Oui. que penses-tu, toi, de nous tous, qui a le travail le plus, qui correspond le plus au travail des motos? D'ailleurs, ça serait quand même vachement utile, au passage, je profite d'avoir la parole, pour préciser au public que l'intérêt du travail de Mazuro Emoto, au-delà d'y voir des aspects assez critiquables, on dira que je pense m'avancer au nom de tout le monde que il a une utilité fantastique qui permet au grand public d'avoir un regard différent sur l'eau. Donc on va tous dans le même sens. Après là, on parle plus sur les aspects où quand on l'utilise comme un scientifique alors qu'il ne l'est pas, et quand il fait parler l'eau alors que l'eau ne juge pas. Voilà, donc c'est vraiment ces deux aspects-là très importants. Maintenant, Laurent, toi, de par ton expérience, qui donc encore une fois qui est quand même similaire à Mazuro Emoto parce que tu utilises un microscope, ça s'arrête là, on va dire. Parce qu'après, toi, tout ton travail, et moi, c'est ce que je trouve vachement intéressant pour le coup, c'est que on a fait un podcast ensemble sur lequel les gens peuvent regarder, où finalement, toi, tu joues à fond avec les impuretés, tu joues à fond sur, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, peu importe de quelle influence est l'eau, et surtout, ou alors... l'origine de l'eau. Peu importe l'origine de l'eau. Voilà, l'origine de l'eau. Mais toi, tu as senti qu'il fallait pas que tu mettes une influence avec ta pensée. Tu vois, alors, d'où ça te vient, cette intuition? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je m'en suis rendu compte complètement par hasard. J'ai eu des images comme des icônes, un poisson, un chat, quelques photos. Donc, je préfère travailler en aveugle pour pas influencer quoi que ce soit, tout simplement. Mais où est-ce que ça te... Ah, pardon, Jacques, tu veux lui poser une question? Non, simplement, je voulais dire qu'effectivement, on peut ne pas vouloir penser qu'on a une influence. Mais le fait qu'on a cette pensée consciente, effectivement, n'a absolument pas du tout d'influence sur la matière. Mais ce qui a le plus d'influence sur la matière, justement, c'est la pensée inconsciente, qui est de loin la plus forte. Ouais. Et ça, effectivement, ça a été expliqué par Jung d'une façon parfaite, en disant que ces phénomènes inconscients entraînent précisément des modifications et une influence au niveau de la matière. Bon. Donc, on n'en est pas maître de cela. Et c'est là, justement, qu'il y a toute une prospective à faire, qui serait intéressante de relier cette formulation inconsciente. C'est comme ça qu'arrivent les synchronicités, c'est comme ça qu'arrive un certain nombre d'intuitions, etc. Donc, c'est tout un aspect, actuellement, qui n'est pas scientifique encore, mais dont il faudrait revoir complètement, je dirais, les protocoles. Et moi, le peu de choses que je vous ai démontré tout à l'heure à travers ce fameux petit appareil Ticoscope prouve déjà qu'à ce niveau-là, on l'a fait par la pensée consciente et ça avait déjà une influence. Donc la pensée inconsciente est encore beaucoup plus puissante. Ça, il faut le savoir. C'est ça que je voulais dire. Oui, Yann? Oui, rapidement, je rebondis sur ce que disait Dominique là, sauf qu'il oublie qu'il travaille sur de l'eau liquide et pas de la glace. Alors, il y a un téléphone là. Ça, j'avais bien compris. La plupart du temps, et donc je suis extrêmement... oui, je suis extrêmement intrigué par ce que nous montre Dominique, mais là, c'est de l'eau liquide, c'est pas de la glace. Et puis, autre chose, j'ai toujours retenu la formule de Marc qui dit, mais n'oublie jamais qu'un cristal est unique. C'est comme si, je me souviens très bien de sa formule, c'est comme si vous faire un cristal, c'est comme si vous faisiez un enfant, il sera unique à chaque fois. Donc, au final, je me dis,
c'est improuvable. Et je renvoie à Librecht qui nous dit non, il y a pas, c'est pas la glace qui montre ces influences subtiles. Ce ne sera pas la glace qui pourra le faire. Et je pense aussi à d'autres cristaux, mais là, ce sont des cristaux de minéraux, ce sont pas des cristaux de glace, dont j'avais parlé dans la nature de l'eau, de l'allemand Schulz, de la société Agalis, H-A-G-A-L-I-S, où là, il montre qu'entre une eau qui n'est pas structurée et une eau qui le serait, on a des orientations de ces cristaux, mais encore une fois, de minéraux. Ce ne sont pas des cristaux de glace. Moi, j'ai une question pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Jacques. Ensuite, même aussi par rapport à ce que tu dis, Yann, c'est-à-dire que je n'ai pas compris pourquoi, parce que comme c'est de l'eau liquide, pourquoi le travail, enfin, t'es pas étonné ou pourquoi, enfin, faudrait que tu développes par rapport à l'eau liquide. Enfin, on va commencer par ça, puisque là, tu viens de terminer pourquoi l'eau liquide de Dominique? Tu pourrais aller un peu plus loin dans. T'es pas Ben étonné? oui, parce que encore une fois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est dans un aspect dynamique de l'eau, qui est sa réalité, et non pas dans un aspect statique, qui est celle de la glace. Oui, mais la glace, elle n'est pas statique. Si je me réfère à un scientifique de Strasbourg, en l'occurrence Marc-Henri, je veux dire, la glace, à l'état moléculaire, est quand même dynamique, même si elle est beaucoup moins dynamique que l'eau liquide. Mais Ouais, ça reste. c'est Le pas ça, marque. c'est que, oui, à l'état solide, on a le même mouvement de liaison hydrogène que dans le liquide. D'accord. Par contre, ce qu'on n'a pas, qu'on a dans le liquide, c'est des mouvements de rotation qui sont bloqués dans la glace. Mais au niveau des liaisons hydrogènes, la glace se comporte exactement comme un liquide. Il y a un désordre complet. Moi, ce que je voudrais rebondir sur ce que disait, je ne sais plus si c'est Yann ou Jacques. Non, voilà, c'est que ce qui est séduisant dans les cristaux que photographie Laurent Costa, et c'est pour ça je pense que c'est beaucoup mieux que les cristaux de Masaru Emoto, c'est qu'effectivement sur les images que j'ai vues, les formes qui sont à l'intérieur de la glace sont du liquide en fait, qui n'est pas congelé. D'accord. C'est-à-dire que c'est un mélange en fait tel qu'on les analyse, c'est qu'il y a eu une congélation en surface, mais à l'intérieur du cristal il reste du liquide. Il y a des creux. Dominique, tu peux le laisser la photo, c'est une très bonne idée. Excuse-moi, Marc. Il y a des creux, et c'est ces creux qui génèrent une forme, donc. Justement, c'est creux. Et ça, c'est connu dans les cristaux de glace que justement, comme le froid vient de l'extérieur, pour avoir une congélation complète, c'est très difficile, et c'est ce qui donne beaucoup de facettage aux cristaux. Donc ça, c'est une bulle d'air qui forme un cœur, si j'ai bien compris, Laurent. Laurent? Je sais pas. Non, là, il y a du liquide à l'intérieur. Ah, oui, d'accord. Il y a du liquide, c'est-à-dire Laurent, que... Ben, j'ai aucune idée comment le oui, t'as pas l'écran. Oui, je sais. Depuis le début de l'émission, je ne vois pas. Excuse-moi, oui, d'accord. Les cœurs, il y en a plusieurs en fait. J'en ai mis 2 sur Internet. Il y a le fameux cœur, le cœur que tu as recentré. Voilà, celui-là, voilà. c'était pour le faire ressortir. Donc, on m'a je sais pas. Voilà, Et celui-là. par contre, j'ai remarqué dans les formes de cœur, il y a souvent 3 comme des papillons à l'intérieur. Ça marche par 3. Sur 7 cœurs, j'en ai 6. Dans les 6, il y a 3 formes à l'intérieur. Et alors, il y en a un qui m'avait intrigué là. Alors, curieux aussi, là, on n'est plus dans le cœur, on est dans une forme beaucoup plus, j'allais dire. Attends, alors. Non. Là. Ouais. En fait, garde-le au chaud. Je voudrais juste qu'on termine une dernière question entre la pensée, la science, pour rebondir à par rapport à ce que disait Jacques. Et après, ce que je propose pour finir, puisqu'il est déjà 19 heures, c'est de montrer justement des photos de Laurent en lui disant, puisque là, justement, là visiblement, il ne voit rien, mais il connaît, j'imagine, son travail, donc. Une dernière question, on va dire science, la pensée, et pour conclure d'une certaine manière, même si il est difficile de faire une conclusion sur est-ce que l'eau a une mémoire, est-ce que
est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, messieurs, de savoir finalement qu'est-ce qui fascine tant la plupart d'entre nous à prouver, alors qu'en plus on se rend compte qu'en développant que la science ne pourra jamais prouver que l'eau a une mémoire, de par ses manières de prouver que, puisque effectivement, comme le rappelait Yann tout à l'heure, si excusez-moi, parce qu'en même temps là chez Laurent il y a du bruit et ça me perturbe. Voilà, bon, il fait de son mieux. C'est que la vie ne peut pas être prouvée scientifiquement. Alors comme l'eau c'est la vie, c'est là où on commence à voir les limites de la connaissance scientifique. Mais de par vos expériences respectives, qu'est-ce qui fascine tant la plupart des êtres humains, ou en tout cas ceux qui sont sujets à s'intéresser à ça, à montrer que la pensée a une action sur l'eau? C'est quoi le sésame? Je vais déjà vous poser cette question-là. Jacques, qu'est-ce que tu vas nous répondre? Et dites-moi si les autres, vous voulez vous intervenir par rapport à ma question. Vas-y Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui fascine tant les gens à ça? Je dis que chacun a son expérience personnelle, bien sûr. Et je pense que c'est là qui est, je dirais, la voie juste. Parce que actuellement, l'eau ne peut pas ramasser, je dirais, une pensée scientifique rigoureuse. On est obligé de lâcher cette rigueur à un certain moment pour entrer dans une autre réalité. Et cette autre réalité, on la teste de plus en plus actuellement, elle a une connotation avec ce qu'on appelle la physique quantique, mais là on retombe encore, je dirais, dans une science qui n'a aucune communication avec la physique classique. Les ponts, il n'y en a pas. Alors l'eau assure certainement ce pont entre ce monde de la physique quantique, je dirais même métaphysique, et de la pensée, et de la physique classique. Bon, là, je sais pas, il y a un tremblement de terre, un tsunami. C'est Jean-Yves. C'est à Toulouse, le tremblement de terre. Donc, on va essayer de continuer. Désolé. Et cette intercommunication, je pense que tôt ou tard, la science va s'y intéresser. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais c'est absolument stupéfiant, moi, les conversations que j'ai eues avec des scientifiques au CERN de Genève. Et Dieu sait si c'est le grand temple actuel où on touche du doigt précisément tous ces phénomènes. Et je veux dire une chose incroyable, sans pour autant, bien sûr, je puisse, là où ça, évidemment, ça a été un peu stupéfiant, c'est que certains m'ont dit, toutes les particules que l'on fait apparaître actuellement sont dues à des calculs extrêmement sophistiqués, donc des projections dans le futur, et on se demande si ce n'est pas notre propre imagination qui les font apparaître. On en est loin. Donc voilà où on en est dans des questions actuelles. Ça, oui, ça ne sera jamais dit d'une façon officielle, il n'y aura aucun référé scientifique à ce sujet-là. Mais c'est déjà une question. Jacques, moi, la question que je te posais et à laquelle je voudrais que si tu peux répondre, c'est quoi le Graal? Pourquoi, finalement, là, depuis tout à l'heure, on parle de ce sujet, l'eau et sa mémoire. En plus, mémoire, pensée ont comme lien commun que c'est le cerveau. Le cerveau étant rempli d'eau, enfin étant la partie du corps la plus hydrique. Mais la question, et je finirai par cette question-là, avant de montrer des cristaux de Laurent et peut-être de Dominique s'il y en a encore, c'est de savoir quel est le Graal derrière le fait de prouver que l'eau peut être influencée par les pensées. Je dirais que d'abord, est-ce qu'il ne faut pas penser à l'envers en disant que, en définitive, est-ce que l'eau n'est pas une pensée par elle-même? Je veux dire par là, en fait, c'est une sorte de, je dirais, de sorte de résultante qui est à notre service pour faire pénétrer précisément cette pensée au niveau du monde actuel. Obligé de quitter. Bon. D'accord. Au revoir, Jean-Yves. Salut. Bonne soirée, merci. Donc, je veux dire par là que, de toute façon, la science se heurte toujours à l'explication de la vie, et lorsqu'on rentre dans l'explication de la vie, on est nécessairement en relation avec la pensée, et ça va beaucoup plus loin avec la conscience. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau scientifique? Actuellement, on n'en fait rien, ça c'est sûr. Donc, ça reste une espèce de limite infranchissable, mais que l'eau franchit allègrement.
tout le problème est là, elle assure l'interface entre ce monde physique dans lequel nous vivons, un espace-temps précis, avec des réalités, mais elle est en contact avec d'autres réalités qui sont sans doute, je dirais, les réalités premières de notre matérialisation. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Mais maintenant, bien sûr, tout ça, c'est tellement vaste qu'il faudrait peut-être encore plusieurs années, sinon des siècles, avant de pénétrer dans tout ça. Alors, en fait, en parlant avec vous, ce qui me vient là, et puis après, je donnerai la parole à Marc parce que ce qui pourrait nous rappeler, entre autres, le travail d'un homme qui s'appelle Le Billien, qui a parlé comme quoi l'eau serait la... non, c'est quoi déjà la molécule de l'esprit? Bah, l'eau, la molécule de l'esprit. Tu pourrais nous faire un Denis Le petit... Billien. Voilà, merci. En fait, j'ai cette impression, en parlant à travers, enfin, à vous entendre, etc., à travers ce podcast, que on retrouve toujours finalement une obsession du mental, puisque l'eau c'est la vie, en fait, de maîtriser la vie. Voilà, on retrouverait ça, parce que finalement, qu'est-ce que ça va nous avancer de savoir que la pensée a une influence sur l'eau? Voilà, je laisse cette question en suspens. Mais en tout cas, c'est ça à quoi ça me fait un peu penser, toutes ces histoires et tous ces remue-ménages finalement, avec l'eau a une mémoire, alors que on l'a vu, je crois que c'est d'ailleurs Yann qui nous en a parlé, que l'eau est insaisissable, ou Jacques d'ailleurs, l'eau est insaisissable, et derrière tout ça, derrière cette volonté de prouver que la pensée a une influence sur l'eau, ça montrerait que nous pouvons saisir l'eau, et donc, alors je m'avance, ça m'appartient, mais ça veut dire que c'est encore l'être humain qui veut se prendre pour Dieu. Voilà. Ça, c'est mon commentaire personnel. Marc-Henri. Oui. Donc, il faut savoir quand même que, indépendamment de l'eau, le problème de est-ce que la pensée peut influencer la matière est un problème qui agite l'homme depuis des millénaires. C'est-à-dire que toutes les civilisations antiques étaient dans le paradigme complètement contraire du nôtre. C'est-à-dire que c'était la pensée qui créait le monde, et la pensée, c'était évident, influencer la matière. Et ce n'est qu'au cours de l'évolution qu'on a donc commencé à appliquer les méthodes scientifiques, qu'on a nié cet effet de la pensée sur la matière pour arriver à un monde matérialiste où la pensée, c'est la fameuse dissociation de Descartes entre le corps et l'esprit. Et notre société aujourd'hui vit encore sur ce paradigme de Descartes. Donc, ce qui fascine dans cette pensée, dans cet effet de pensée, c'est pas tellement la pensée a un effet sur l'eau, mais la pensée a un effet sur la matière. Et ensuite, quand on se pose la question quelle est la matière qui est le plus sensible à révéler cet effet de la pensée, c'est bien évidemment l'eau. Donc c'est pour ça que ça fascine, parce que qui n'a pas réfléchi devant un cours d'eau quand on veut se vider l'esprit, quand on veut se calmer, on suffit de regarder de l'eau en mouvement, et on voit bien qu'il y a une relation très forte entre l'eau qui bouge et la pensée. Et donc c'est pour ça que ça fascine, parce que tout le monde s'est assis au bord d'un cours d'eau ou à regarder une eau calme, et on voit très bien les effets que ça a sur la pensée. Donc je pense que c'est là que l'intérêt pour le public, pour les scientifiques, d'essayer de comprendre ce lien qui est très fort entre l'eau et la pensée. Pour ce qui concerne les travaux de Le Bihan, ah oui, Le Bihan, c'est vrai, c'est ça. Voilà, les travaux sont intéressants parce que justement ce sont des travaux qui sont neurologiques, où pour la première fois on observe non pas le cerveau par le sang, mais directement par l'eau. On fait des mesures sur l'eau qui est contenue dans le cerveau, et là on voit effectivement qu'il y a 2 états d'eau dans le cerveau, et que dès qu'une personne pense, ça a des modifications de structure sur l'eau du cerveau. Donc c'est pour ça que Denis Le Bihan appelle cette molécule la molécule de l'esprit, puisque là ce sont vraiment des expériences scientifiques où on met quelqu'un qui a des pensées, et on enregistre l'influence de ces pensées sur les temps de relaxation de l'eau de son cerveau. Donc on est dans une démarche scientifique, et il y a effectivement des choses très claires qui se dégagent. On voit des variations de type d'eau en fonction du type de pensée que la personne a. Voilà ce qu'on peut dire. Merci, monsieur le professeur. Peut-être un dernier mot de Yann, et puis avant qu'on passe aux photos, Dominique, tu te cales, s'il te plaît, et puis on va montrer des photos de Laurent. Et puis, voilà. Laurent, tu vois toujours rien, c'est ça, sur ton écran? Ouais.
Bon, alors ce que je propose, c'est que on fait bien de s'organiser comme ça d'ailleurs. Donc, ce que je propose à Dominique, c'est que il nous montre, il nous cale des photos et puis ils nous disent voilà quelles photos ça correspond et puis comme c'est toi qui les as Voilà. pris, donc tu vas pouvoir nous les décrire. Voilà. Un dernier mot à Yann avant de voir les photos et puis après ça sera le moment donc de montrer les photos et puis après de conclure, messieurs, puisqu'il est déjà 19h15. Voilà. Yann, un dernier mot? Oui, alors le dernier mot, ce sera pas exactement sur l'eau et la pensée, c'est juste de constater que depuis 89, la parution de Benveniste dans Nature, sur la dégranulation des basophiles, En 1988. 8. 8, Oui, c'est 1988, oui. et jusqu'à Montagnier aujourd'hui, ça sent toujours autant le soufre, quoi. Travailler sur l'eau aujourd'hui sent toujours autant le soufre. C'est pas le procès en sorcellerie, mais on est toujours à peu près à ce. Ça paraît hallucinant, quoi. Oui, mais enfin bon, ça c'est quelque chose on a parlé maintes et maintes fois dans les podcasts Océan Sea Live. Après, bon, on peut y voir la patte d'une industrie qui n'a pas Oui, bien trop sûr. intérêt à ce Bien que sûr. on puisse découvrir les bienfaits de l'eau. C'est l'industrie Oui, pharmaceutique, entre autres, voilà. Mais on en a déjà parlé maintes et maintes fois et on pourrait dire que c'est entre autres, j'imagine, à cause de ça, puisque je vais pas expliquer, pour rappeler, disons que certains scientifiques touchent des subventions ou touchent marques, je veux dire, vous êtes financé ou parfois vous avez des partenaires avec des entreprises qui sont liées un peu au monde de la chimie, donc c'est peut-être un peu difficile pour vous de parler par rapport à ça ou de vous faire entendre. Non, pas vraiment, puisqu'on est obligé maintenant de tout déclarer. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où effectivement les relations étaient assez obscures et non dites, mais aujourd'hui, même dans les papiers qu'on écrit, on est obligé d'indiquer toutes les sources de financement, Donc, après, c'est oui, aux mais gens... est-ce que quelque part, si vous voulez tenir, parce que quand même, vous êtes un peu obligé de pas trop faire des recherches sur l'eau parce que l'eau, c'est pas, premièrement, ça fait pas fantasmer parce que c'est de l'eau et qu'on croit que c'est simple. Déjà, ça, c'est quand même la première des choses. Puis, je pense que c'est plus relié à l'alimentation qu'à l'eau. En alimentation, on le voit bien, par exemple, avec l'aspartame ou avec d'autres molécules, où là, il y a quasiment des trucages. C'est-à-dire qu'on demande à des scientifiques de truquer leur manip pour taire la toxicité. Donc ça, les scandales alimentaires sur le médicament, il y a le Mediator, tout ça, là oui. Mais sur l'eau, je pense pas que ce soit... soit très marqué. En tout cas, ça sera pas on va pas développer ce soir. On est déjà un tout petit peu en retard. Alors, on va tout de suite passer maintenant à des cristaux, voilà. Et puis alors, parce que le problème, attends, s'il te plaît, Dominique. Oui. Le problème avec Monsieur Mazoremoto, c'est que non, mais mets-le. D'accord. Oh. Est-ce que quelqu'un n'a pas fermé sa fenêtre? Voilà. C'est Mets la photo, s'il te plaît. Voilà. Tu l'as? Non. Non, on voit rien. D'accord. Alors, ce qu'il y a de très pratique d'avoir un Laurent Costa en France, c'est que Masaru Emoto, pourquoi je dis Masaru Emoto? Masaru Emoto ne parle pas français, donc c'est bien pratique d'avoir notre Laurent, comme ça il est français et peut nous décrire lui ses photos. Et il est moins cher. Hein. Et il est moins cher, oui. Il est moins cher et puis c'est pas il fait pas son travail par un laboratin. Donc c'est lui qui bon peut-être plus tard, peut-être dans 10 ans, hein, peut-être que ça sera un businessman, mais pour le moment, voilà. On a l'artiste. Voilà, donc Laurent, alors là c'est avec le chat, c'est ça Le chat, on l'a vu, on l'a donc vu.
Ensuite, le cœur, ben, on en avait aussi discuté, étonnant cœur au-dessus de l'eau. Et messieurs, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, Jacques, Oui. Marc. Et Alors, là, moi, j'ai Laurent, un je vois un genre de sablier avec une ampoule. On dirait un truc de Edison, quoi, un espèce d'appareil, comme une planchette. Comme un sablier, Comme vert. un sablier, ouais. Vert, Ouais. voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette photo, Laurent? Ben, j'ai remarqué de suite cette forme de sablier qui m'a bien fait rigoler. Je pensais pas du tout voir une forme de cristal comme celle-ci. Enfin, tous les cristaux, comme vous savez très bien tous, sont très différents, mais celui-ci l'intérieur était grand, j'ai trouvé. Et donc j'ai une petite particularité. Avec le temps, je me suis aperçu que j'arrivais bien à rentrer de profil, au lieu d'avoir les photos de face d'une très belle qualité comme Liebrecht. J'arrive à avoir moins bonne qualité que lui, bien sûr, mais je peux rentrer de profil. Voilà. Dominique, si tu Voilà. pouvais, Une info. attends, Dominique, s'il te Oui. plaît, quand tu cales l'image en gros plan, s'il te plaît, ne zoome pas et dézoome pas. Ah, d'accord. Et oui, oui. Ouais, parce que là, pour les gens, c'est perturbant. Ouais, d'accord. Donc, on va Est-ce décider. que, après avoir écouté Laurent, Dominique, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par Ouais. rapport à ce cristal? Et puis, Oui. Jacques, Marc ou Yann, si vous avez quelque chose à rajouter après. Bah, c'est vrai que ce sablier, comme ça, le temps figé, finalement, le temps du mouvement de l'eau, figé dans le glaçon, est symbolisé par une belle métaphore de ce temps figé, quoi. Quelle eau gelée, finalement. Alors, est-ce qu'il y a, dans le temps, est-ce que, je sais pas, est-ce que, bon, quelle pourrait être ma question, euh, il n'y avait pas d'intention particulière pour avoir cette forme, hein, j'imagine, Laurent, quoi. Non, Laurent? du tout. Non, non, non. Je laisse justement l'eau s'exprimer. Oui. Je me laisse aller complètement. Je suis détendu devant toutes ces belles images d'eau. En fait, mon travail, c'est de laisser faire. Surtout penser à rien, me consacrer à essayer de prendre des photos. Bah, ça fond tellement vite. Il me faut 15, 20, maximum 30 secondes. Je dirais qu'il fait très froid. Donc, c'est de voir dès que j'ai une belle image. Tu peux rester sur le. Je t'indiquerai pour les changer les Ah photos, oui, Dominique, si d'accord. tu veux bien. Marc, est-ce que tu voulais Oui. parler sur ce cristal-là ou Non, de façon générale? de façon générale et plutôt sur celle du chat, si c'est possible. Alors, Dominique, qui est notre technicien photo. Je vais vous montrer voilà, quelque chose. Donc, normalement, un cristal, quand il pousse, on doit avoir des arêtes qui sont droites. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce cristal? On voit des courbes. Ouais. Donc ça signifie qu'on a un cristal, bien sûr, puisqu'on retrouve une forme hexagonale, mais que les formes courbes, elles, sont forcément du liquide. Donc en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle un cristal de glace, c'est un cristal de glace qui contient des poches de liquide. Et ce sont ces poches de liquide qui prennent une forme très particulière. Et donc on est bien un petit peu dans le même cas que les photos de Dominique, c'est-à-dire que c'est ce qui est séduisant dans le travail de Laurent, c'est que lui, il travaille en conditions naturelles, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire que ce ne s'est pas mis dans un congélateur, c'est vraiment des cristaux qui sont poussés avec l'environnement qui est autour. Et donc il ne peut pas atteindre l'état de congélation totale. Et c'est parce qu'il n'atteint pas l'état de congélation totale qu'il peut avoir ces formes magnifiques qui apparaissent. Donc on est bien ici dans le cadre d'une eau liquide qui s'exprime dans un solide. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si on revient maintenant sur le sablier, on voit que c'est pareil. C'est-à-dire que dans la forme cristalline droite, l'intérieur, lui, est liquide et il y a ses formes courbes. Si on vient sur le cœur, Dominique, sur le cœur. Sur le cœur, voilà, qu'on le voit bien. Donc là, on voit qu'on est quasiment complètement à la fusion. Parce qu'on n'a même plus d'arête angulaire. La seule arête angulaire, c'est la pointe du cœur qui reste. Tout le reste, c'est vraiment du liquide qui s'exprime dans un cristal qui est sur le point de fondre. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Laurent. Il est très différent de celui des motos, parce qu'Emoto, lui, va à la congélation totale. Ah ouais, d'accord. Et parce que les cristaux des motos, il faut savoir, ne sont pas des cristaux de liquide, ce sont des cristaux de glace qui sont sublimés et qui se recondensent par la phase vapeur. Et ça, bon, ben, ça donne des cristaux dendritiques.
et on n'est pas du tout pour ça, il faut bien séparer le travail de Laurent du travail de Masaru Emoto. Le travail de Laurent est beaucoup plus intéressant parce qu'il a une interface solide-liquide, et c'est cette interface solide-liquide qui lui permet, s'il a pensé à un effet sur l'eau, de faire apparaître ces formes magnifiques. Jacques? Oui, je pourrais dire quelque chose. Il serait vraiment intéressant de pouvoir faire rencontrer à Laurent Masaru Emoto. Et je tiens à dire que Masaru Emoto est en France. Ah bon, en plus? Le 30 novembre et le 1er décembre à Biarritz, où il y a un congrès, effectivement, sur l'eau. Ah ouais, Bah ouais, c'est d'accord. l'occasion. Ouais, personne ne le sait, mais il y a différents intervenants là-dedans. Enfin, moi, je n'en fais pas partie. J'ai été invité, mais je n'ai pas pu venir. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que 30 novembre. Laurent ferait l'effet d'une bombe là-dedans. Ça serait Ouais. très intéressant. C'est vrai. Est-ce que Dominique, tu pourrais, s'il te plaît, nous montrer le fameux cristal de Laurent Oui, où tu as retrouvé. oui, D'ailleurs, que Laurent, tu voilà. nous as commenté. Tu nous as commenté dans ton podcast. Alors, je laisse Dominique le décrire parce que Laurent, là, malheureusement, pas, n'a ouais. pas la possibilité, ne voit pas. Bon, il a le son au moins. On le voit, donc ça, c'est Ouais. cool. Alors, voilà, ouais. Vas-y, Dominique. Bah moi, la question, je me suis demandé si c'était pas une goutte d'eau bénite prise dans la chapelle de ce vitrail. Bon, ça aurait été une belle histoire d'avoir une correspondance, quoi. Je trouve qu'il y a dans ce cristaux vitraux, ben déjà on voit Là, l'intérieur. Là, je dirais, j'ai fait de l'imoto sans le savoir cet hiver. Je reconnais. Et puis on a même en bas les deux petits ronds, quoi. C'est quand même très. Vas-y, Laurent. Donc, j'ai vu comme une icône, enfin, ce qu'on m'a expliqué. Et par contre, ce qu'il y avait d'intriguant, une main, on voit le pouce sur la gauche, l'index sur la droite, et à l'intérieur, un visage d'une vieille personne avec un chandail. Avec un chandail, voilà, ici. Une barbe, 2 mèches de cheveux, 3 fines rides, enfin plutôt une fine très très fine, et un petit point au-dessus des 2 rides. Des grosses cernes, une vieille barbe. Voilà. Mais quand j'ai voulu, avec mon microscope, transférer, j'ai perdu beaucoup de définition. Enfin, peu importe, moi je sais ce que j'ai vu. C'est pas retouché, l'image n'est pas retouchée, on voit donc les impuretés de l'eau tout autour. Et je me suis dit, quand j'ai vu cette image, j'ai déjà vu cette photo quelque part. Et en fait, comme je note toujours la provenance de l'eau sur un cahier, Oui. je me suis rendu compte que cette eau, c'était l'eau qui est restée quelques jours, quelques semaines, peut-être au bord de mon lit, et qui était posée sur 3 livres. D'accord. Et donc, en feuilletant les 3 livres, il y avait le guide L'art pour tous, un livre jaune que j'avais acheté à Noël. Il y avait un livre sur Salvador Dali, et en dessous un livre que j'avais pris à la médiathèque sur Léonard de Vinci. Donc j'ai feuilleté ces 3 livres, puis j'ai trouvé une photo qui a une certaine ressemblance, mais qui était prise de face. Alors moi, ce que j'ai vu, par contre, c'était la photo, le visage totalement de profil. Et dans un des 3 livres, j'ai cru reconnaître, mais à 100%, je peux pas affirmer non plus. Ok. Eh bien, je crois qu'il va être le temps de conclure, messieurs. Voilà. Alors, je vais vous laisser à tous un mot de la fin. Voilà. En remerciant encore les gens qui nous ont regardés en direct. Merci infiniment. Ça fait toujours plaisir quand on fait un direct parce qu'il y a de l'énergie dépensée, il y a une motivation de groupe. Et voilà, vous êtes notre récompense en nous regardant. Un petit mot de la fin. On va commencer par celui par qui j'ai terminé. Tiens, Yann, un petit mot de la fin, s'il te plaît. Si tu veux, on peut revenir après, hein. Non, mais très heureux d'avoir participé à ce podcast collectif sur l'eau. Et c'est passionnant. J'espère qu'il y aura une suite. Et voilà, l'eau, c'est toujours aussi fascinant, c'est toujours aussi plein de surprises. Voilà. C'est une quête sans fin, mais que je trouve palpitante.
Merci à toi Yann. Marc? Oui, moi, donc, je suis content que pour une fois, on ait pu discuter entre des scientifiques, des artistes. Je tiens à signaler qu'en tant que scientifique, je trouve les travaux de Dominique et de Laurent extrêmement intéressants parce que l'eau doit être approchée des deux côtés, par le côté scientifique évidemment, mais aussi, comme ils le font, par un biais purement observatoire qu'on aura énormément de mal à expliquer scientifiquement. Et c'est justement grâce à ces deux outils, l'art et la science, qu'on peut vraiment saisir l'eau dans toute sa complexité et sa beauté. Merci à toi Marc. On va passer la parole à Laurent. Laurent, un petit mot de la fin par rapport à ça. Bah, je vous remercie pour toutes vos explications. Les photos vous plaisent, tant mieux. On va se remettre au travail, enfin entre guillemets, à s'amuser cet hiver. J'espère qu'il va faire bien froid dans ma région. Et je vous tiens au courant fin février, début mars pour de nouvelles photos. Merci à toi. Jacques? Bien, moi, je remercie bien sûr de tout ce que j'ai pu même apprendre ce soir, pour tout le monde. Ça prouve une fois de plus que l'eau reste toujours un grand mystère et que quelle que soit la science que l'on peut y apporter, il reste encore des ouvertures incroyables et ça justement, les artistes qui sont là ce soir prouvent qu'il y a encore justement une prospection, une exploration de l'eau qui est infinie. Et il va falloir que progressivement, millimètre par millimètre, on explore encore ces champs pour arriver peut-être un jour à une explication qui soit plus large et surtout qui nous soit profitable au niveau de notre existence quotidienne. Ça, c'est ça qui est important. Voilà. Merci Jacques. Et enfin Dominique? Ben oui, merci de cette comment dire, invitation et puis de ces partages. Je suis surpris parce que Henri Lévy, c'est ça, hein? Non, Marc-Henri. Marc-Henri, excuse-moi, Marc-Henri. Vraiment, Marc-Henri disait justement que je suis vraiment surpris. Hein, finalement, tu représentes vraiment cette science, j'allais dire, comme la science qu'il y avait il y a 200 ans, encore ouverte avec de l'imagination, encore ouverte à la poésie et j'allais dire que finalement, dans la légèreté et la poésie des choses, il peut y avoir apparemment, tu auras compris, des réalités scientifiques ou des champs d'investigation que la science aurait tout à gagner en s'y penchant, en ayant l'humilité de s'y pencher. Je trouve ça aussi qu'il faut applaudir, c'est l'humilité de la science pour, voilà, pouvoir discuter de tout ça, d'irrationnel, on va dire, d'irrationnel, une forme un peu de mystère de l'eau, quoi. Alors, là, tu me tends une perche fantastique, Dominique, parce que dans humilité, on retrouve le même début que humidité et que le même début que humanité. Exact. On pouvait pas faire plus belle conclusion, donc je voudrais encore une fois remercier à tous les intervenants d'avoir participé à ce podcast avec tous les aléas techniques qui pouvaient nous déranger quand on était en train de parler. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront par la suite puisque cette vidéo sera là dans quelques minutes sur YouTube. Et puis je vous donne un rendez-vous au prochain podcast. Voilà, moi je suis très satisfait puisque ce podcast avait et a comme mission de réunir des compétences artistiques et scientifiques et d'autres compétences, ça viendra à travers ce podcast, et que les gens se parlent entre eux, etc. Voilà. Donc encore une fois, merci infiniment de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine fois. Voilà. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Restez là. C'est dommage, ouais, parce que c'est vrai que tout d'un coup, Attends. La diffusion n'est pas encore arrêtée. Ah. C'est encore en direct. On est encore on air. Ah, et puis alors là, c'est quand même extrêmement, très très fort. C'est-à-dire que là, je vous explique ce qui est en train de m'arriver, c'est que il y a l'échec pour arrêter là.